Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on parle des 10 mensonges sur l'investissement et le 7e, c'est vraiment un classique. Alors, on commence tout de suite. Il faut beaucoup d'argent pour commencer. Ça, c'est un des premiers mensonges qu'on dit. Alors, un des exemples les plus concrets sur l'investissement, c'est qu'on peut ouvrir un PEA avec 50 €, c'est vrai, un plan épargne action, et on peut directement acheter en fonction des prix des produits, mais on a des ETF qui sont vraiment pas chers, et du coup, on peut acheter des ETF, même des fractions d'ETF dans certains cas, chez certains brokers. Donc, en réalité, on peut commencer rapidement. Et surtout, ce qui est fantastique, c'est que quand vous commencez et que vous n'avez pas beaucoup de moyens, disons que vous n'avez pas beaucoup d'argent, et une des questions en fait moi que j'aime bien poser, c'est quel est le montant d'argent qui est significatif pour vous. Par exemple, vous perdez 50 € dans la rue, est-ce que vous vous sentez vraiment mal ou est-ce que ça va? Si vous dites ok ça va et qu'en fait ça a peu d'importance pour vous, 100 €, 1000 €, 10 000 €, 30 000 €, faites ça en fonction des montants et vous allez trouver votre montant finalement qui est significatif pour vous et surtout un montant qui vous impacte concrètement, physiquement. Et en fait, c'est ça votre tolérance à la perte, finalement, que vous avez aujourd'hui. Et ce qui est bien, c'est que quand on commence, on a une tolérance à la perte très, très basse. Par exemple, moi, je me rappelle, je devais avoir 18-19 ans. Je suis allé au casino de Nice avec mon beau-frère et une de mes sœurs. Et quand j'étais à ce casino-là, moi, 50 €, c'était beaucoup à ce moment-là dans ma vie. Du coup, j'ai parié 50 €. Je suis monté à 400 € de gain sur la roulette. Et là, j'ai perdu 400 ou 450 €. Et quand je les ai perdus, là, j'étais vraiment au bout de ma vie. J'avais des sueurs froides. J'étais là, mais non, mais j'aurais pu faire tellement de choses avec 450 €, etc., etc. Donc, à ce moment-là, en fait, j'avais un véritable ressenti. Enfin, pour moi, ces sommes-là, j'avais de l'enjeu dessus et je ressentais réellement ce qui allait se passer. Du coup, quand vous avez ça, c'est fantastique. C'est-à-dire qu'avec des montants finalement inférieurs, vous pouvez avoir beaucoup de sensations et vivre des sensations vraiment de perte, de gain, etc. Et là, c'est là que va se faire réellement votre croissance et votre évolution finalement sur l'argent, parce que en fait l'argent, le plus dur, c'est dans des situations de stress. Quand tout va bien et que vous mettez par exemple 500 €, 1000 € en bourse et que vous faites du 3% par mois ou que vous faites 10% de gains, etc., tout va bien, vous êtes dans le meilleur des mondes, vous avez envie de remettre de l'argent, c'est normal, on est fait comme ça en tant qu'être humain. Quand quelque chose va bien, on a envie que ça augmente. Par contre, quand vous mettez 1000 € et que vous perdez à 5%, et si 1000 € c'est important pour vous, ou si moins que 1000 € c'est important pour vous, là vous commencez, donc 5% de 1000 €, vous arrivez à 50 €. Et si vous arrivez à ces sommes-là qui sont les sommes importantes pour vous, vous allez vous retrouver stressé, et c'est là que vous allez faire les erreurs qu'il ne faut pas réaliser dans le temps. Les erreurs classiques qu'on a, c'est de sortir l'argent quand ça ne va plus, quand ça va moins bien, quand on a des baisses, sortir. Donc là, par exemple, c'est en train de se passer aujourd'hui. Alors, à moins qu'il y ait véritablement une troisième guerre mondiale et que tout s'effondre, finalement, les pertes qu'on est en train d'avoir sur les marchés aujourd'hui, donc je fais l'épisode en mars 2026, c'est le moment où finalement, c'est des soldes et je vous ferai un épisode dessus. Donc déjà, vous pouvez commencer avec peu d'argent, ça c'est vrai. Après, il y a autre chose. L'investissement en bourse, moi je vous encourage à le commencer très 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 tôt. C'est pour ça que c'est le premier chapitre pas le premier, mais c'est la première phase d'investissement quand on veut s'y mettre. Pourquoi ? Parce que ça vous permet vraiment de comprendre comment ça marche et de développer votre connaissance des marchés, savoir vous gérer, comprendre, avoir de l'historique et avoir de l'expérience. L'expérience, ça ne s'achète pas. L'expérience, il faut la vivre. Donc profitez finalement d'avoir peu de moyens pour vous faire une véritable expérience. C'est-à-dire que faites votre expérience avec 50 € aujourd'hui, et quand finalement ce qui va compter autant que 50 €, ce sera 5 000 ou 50 000 € pour vous, vous allez déjà avoir l'expérience passée pour éviter de tout perdre. Deuxièmement, il faut être expert pour investir en bourse. Eh bien, pas du tout. Moi, ce que je vous encourage à tester, à commencer, alors déjà, la grande majorité des personnes qui parlent de bourse
en fait, n'y connaissent pas grand-chose. Et la majorité en fait, si vous voulez rentrer dans la complexité, en fait, la bourse, c'est un univers, si on le prend dans sa globalité, qui est très, très complexe. C'est comme la vie de façon générale. Si on prend la vie de façon globale, donc si vous devez apprendre à cuisiner, savoir comment vous occuper de vos enfants, régler vos impôts, savoir construire votre maison, savoir faire l'électricité avec une centrale nucléaire, vous êtes mal barré. Sauf que dans le concret, dans votre vie du concret de tous les jours, vous vivez avec beaucoup moins et c'est moins complexe que ce que ça en a l'air. C'est pareil dans la bourse. Le plus simple pour vous, encore une fois, pour pouvoir tester et mettre un premier pas dedans, parce que c'est important de mettre un premier pas dedans, ça reste l'ETF Monde. C'est un produit qui est diversifié dans 2500 entreprises, à peu près. C'est censé représenter la croissance mondiale et vous pouvez y aller. Et il y a encore beaucoup d'articles qui montrent que l'ETF Monde permet de dépasser la performance de 90% des gérants actifs sur 10 ans. Alors oui, alors attention dans cette phrase-là aussi, il faut quand même se dire, et je me rappelle, j'ai vu un débat à la télé sur BFM, je crois, et quelqu'un qui me disait, oui, mais Victor, les traders, ils font pas du 10% par an, c'est pas possible de faire du 10% par an, etc. Il faut quand même se dire que la plupart des personnes que vous connaissez ou qui sont en salle de marché, leur objectif, c'est pas de faire du 10% par an. Leur objectif est une stratégie sur quelque chose de très particulier. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes trader sur le pétrole. Votre objectif en étant trader sur le pétrole, peut-être pour vos clients, c'est de s'assurer que vos clients achètent tout le temps un baril de pétrole à 80 €. Donc vous allez faire une marge pour exécuter ça, mais votre objectif, c'est pas d'acheter acheter à la hausse, etc. Non, vous avez une stratégie particulière pour vos clients, donc vous n'avez pas un objectif de faire 10%, etc. En plus, vous êtes sectorisé, etc. Troisièmement, l'immobilier, c'est toujours une valeur sûre. Alors, l'immobilier, c'est pas toujours une valeur sûre. Moi, je trouve que l'immobilier, c'est quand même pas mal pour un bon endroit. Il faut quand même retenir que Paris a chuté de 40% à un certain moment. Il y a des zones, alors là, c'est beaucoup plus spéculatif, mais au moment où je vous parle, je discute parce que vous saviez, j'avais un projet d'investissement à Dubaï. Et là, le real estate est down de 21% à Dubaï. La véritable question sur Dubaï, moi, je me dis que ça a chuté de 21%. Alors, malheureusement, pour aller à Dubaï, je devais faire un crédit Lombard, récupérer 1 million d'euros, acheter pour 5 millions d'euros d'investissement à Dubaï avec un off-plan. Donc là, j'aurais été pile dans les délais où finalement je récupérerais les fonds. Je pourrais me positionner, fin mars, juin. La vraie question avec Dubaï sur l'immobilier, c'est est-ce que ça va vraiment repartir ou est-ce que leur engagement initial qui était de faire de la sécurité d'un endroit safe pour des familles et protégé dans le monde, ce qui est globalement le cas quand on est à Dubaï, sauf quand ça se fait bombarder par des missiles iraniens. Du coup, là, aujourd'hui, est-ce que Dubaï a un peu perdu de sa superbe? Est-ce que l'immobilier va vraiment remonter? Est-ce qu'il va remonter rapidement? Et surtout, on était quand même dans un domaine à Dubaï où l'immobilier avait pris beaucoup, beaucoup de valeur. Donc, attention aussi, ça, je vous en parle un peu plus souvent, mais en fait, généralement, on va mettre sur le dos de certaines crises on va les exploiter pour mettre plus d'éléments dessus. Donc on va dire par exemple, regardez là, Dubaï, il y a l'Iran. Alors là, dans le cas, oui, mais s'il y avait il y a une problématique structurelle dans une entreprise ou dans un marché, on va mettre le dos sur une crise que c'est ça qui a créé le gros problème du marché, alors que pas du tout, il y avait une problématique structurelle avant et la crise n'a fait que la déclarer. Donc attention à ça, c'est comme le Covid, il y a plein de boîtes qui effectivement, en fait, vivotaient et marchaient carrément plus à ce moment-là, ça c'est vraiment écrasé, etc. Quatrièmement, il faut attendre le bon moment pour investir. Donc ça, c'est un gros truc. En réalité, aujourd'hui, il faut le voir différemment. Par exemple, si je prends les cours des bourses des derniers temps, donc je vais prendre, pourquoi pas, allez, prenons le CAC 40 ou le MSCI World. Hop, cours, index. On va regarder de combien ça a chuté là récemment. Alors, j'aimerais bien l'avoir de façon simplifiée. Hop, ça a chuté, en 5 jours, ça a chuté de 3,29%. Hop, c'est ce que j'ai. Ce qu'il faut vous dire, c'est que dans des situations telles quelles, si on regarde l'historique et sur du très long terme, finalement, ça va reprendre ces 3%. Donc indirectement, autant vous dire que toutes les chutes que vous voyez aujourd'hui, ça va être des gains. C'est-à-dire que vous achetez, vous faites 3% de gains directement en achetant. En fait, inversé, ça paraît, alors c'est peut-être un peu plus pour les investisseurs, on va dire avisés, mais quand vous voyez des chutes comme ça sur les marchés, surtout si vous voulez rentrer sur longtemps, dites-vous que là, vous venez de gagner 3% par rapport au plus haut, donc vous venez de gagner 3%. C'est-à-dire, dites-vous que le vrai prix, en fait, c'est le prix au plus haut et que ça va remonter dans le temps. Et globalement, les bourses, ça fonctionne pas mal comme ça. Donc là, il y a de la chute partout sur toutes les bourses. Est-ce que c'est fini avec la guerre qui est aujourd'hui présente? C'est loin d'être sûr et je pense qu'en fait, c'est pas du tout fini. On risque d'avoir encore plus de séquelles. Ça risque de purger. Attention, parce qu'encore une fois, les crises, ça va purger les marchés.
Donc toutes les économies qui dépendaient de revenus, de capitaux, parce que les gens avaient de l'argent, ça marchait bien, bah là il va en avoir moins à en avoir, il y a des boîtes qui pourront plus financer, donc en fait ça risque d'enclencher, c'est ça le problème en fait avec le secteur financier, ça risque d'enclencher plus de choses et d'aggraver la crise, en tout cas ça va épurer le marché sur des choses. Alors il faut vraiment se dire qu'il y a des boîtes, pour une survie de boîte, ça repose sur pas grand-chose. Donc, par exemple, là, il peut y avoir une boîte qui a une très belle croissance, qui a des très bons fondamentaux, et en fait qui avait besoin de lever de l'argent aujourd'hui pour accomplir un nouveau projet, terminer un projet qui est un peu vital pour cette boîte-là. Là, aujourd'hui, c'est la crise, elle ne peut pas réussir à récupérer de l'argent. La boîte peut aller au tapis alors qu'il y a des très bons fondamentaux, ça existe aussi. Donc attention à ces perturbations. Là, aujourd'hui, ça se pète la gueule, c'est en train de saigner. On se rappelle, les chutes se font globalement en plus de temps et les remontées se font en quelques jours. Donc indirectement, moi ce que je vais faire aujourd'hui, je vais me mettre à acheter à balle en fait. Je vais le faire dans l'autre sens. Je vais me mettre à acheter beaucoup en fait en ce moment. Je pense que c'est pas fini la chute. Je pense que ça peut vraiment vraiment bien chuter. Allons-y et allons investir en tout cas dans ces endroits-là. C'est jamais le bon moment pour rentrer. Moi je le vois très bien aussi. Il y a un moment, c'était en 2011, c'était en 2011 à peu près, je crée une boîte, je levais des fonds pour une boîte que j'avais créée qui s'appelle Assembly. Vous pouvez rencontrer des gens autour de dîner. Et à ce moment-là, j'étais persuadé avec ma sœur que les fonds, il y avait énormément d'argent qui a été injecté dans les startups et que les fonds n'allaient plus être disponibles dans le temps et qu'il fallait y aller maintenant. Alors que l'histoire a montré que finalement, les fonds étaient quand même accessibles dans le temps plus tard. Donc en tout cas, il y a des gens qui attendent depuis 1987, donc quasiment la mise en place de la bourse en France, je pense. Mise en place, Bourse France, c'est intéressant, je check en vous disant. Alors c'était 2000, mais à partir de quel endroit ? Ouais, alors les premières bourses, alors c'est un peu compliqué, donc il faut voir à quel moment on a pu investir en tant que particulier. Bref, et du coup, vous pouvez rater énormément d'argent. Cinquièmement, les placements risqués, c'est à éviter. Alors, ça dépend ce qu'on appelle le risque. Si le risque, c'est le potentiel de perdre de l'argent en facial par rapport à ce que vous avez injecté, donc par exemple, si vous mettez 10 000 euros sur votre livret A, effectivement, votre livret A ne perd pas de valeur et même on vous garantit un taux chaque année. Alors attention, comme d'habitude, le livret A, en face de ça, il faut quand même regarder, alors là, ça se complexifie un peu, mais l'inflation. Donc si votre livret A vous donne 1%, mais que l'inflation est de 2, vous avez perdu 1%, factuellement. Mais c'est effectivement plus agréable de voir que l'argent ne va pas. Malheureusement, eh bien, vous êtes sûr que ça ne va pas fonctionner. Et si vous voulez gagner de l'argent, il faut aller sur du risque, il faut aller sur des variations. Donc, comme ce qui est en train de se passer sur la bourse aujourd'hui, comme ce qui pourrait se passer sur l'immobilier. Si vous ne prenez pas de risque dans votre vie, vous n'allez pas simplement avancer. Sixièmement, la bourse, c'est du casino. Alors, ça dépend comment vous exploitez la bourse. Si vous la faites simplement sur des indices diversifiés dans le temps, sur des entreprises qui sont solides, ça ne ressemble pas du tout à du casino. Par contre, si demain, vous allez prendre des stratégies très agressives où vous mettez des effets de levier, vous démultipliez votre investissement, vous faites des paris, parce qu'en fait, en bourse, on peut traduire des paris concrets. Donc, on peut traduire un pari en disant, voilà, si Trump est élu, il va se passer ça. Et du coup, vous pouvez carrément, avec des produits, quasiment traduire ce pari-là en bourse. Si vous faites ça, effectivement, ça ressemble à du casino. Deuxièmement, achète bas, vend haut. Alors ça, c'est super, c'est ce qu'on veut tous faire, mais en fait, personne ne sait quand c'est bas, personne ne sait quand c'est haut. On se raconte tous des histoires. Alors attention, vous avez le syndrome de Google où on est tous persuadés qu'on sait plein de choses, alors qu'en réalité, c'est parce que dès qu'on se pose une question, on vérifie sur Google, on se dit « Ah tiens, je savais ». Mais en fait, vous ne saviez pas du tout quelle était la réponse concrète de Google. Donc je vous encourage d'ailleurs, quand vous posez une question que vous ne savez pas, mettez, alors moi je fais souvent ça, c'est ce que je fais d'ailleurs avec vous, je mets une estimation. Je me dis « Ok, la population des États-Unis, je vais me dire c'est 350 millions ». Et là, tout de suite, je vais aller vérifier sur Google rapidement, population USA. Population USA, 348, 349 habitants en 2026. Bon, voilà. Et du coup, je vérifie à chaque fois pour vérifier que mes assumptions, mes idées sont justes et je fais ça sur à peu près tout. Donc, quelqu'un me pose une question, je challenge et je vois si je suis dedans ou pas, quoi. Et en tout cas, personne ne sait quand c'est bas, personne ne sait quand c'est haut. Tout ce que vous pouvez savoir, il y a des tendances de fond qu'on peut savoir. Donc, on ne sait pas. Alors, attention, vous avez quand même des sensations. Je serai un petit peu relatif là-dessus, surtout quand vous avez des boîtes. Quand une boîte marche bien pour vous, c'est un peu bizarre, mais quand la boîte marche bien, que tout se passe bien, que vous gagnez bien votre vie, en fait, si vous avez une boîte comme ça, je vous dirais que c'est maintenant qu'il faut vendre. Là, pour le coup, effectivement, vous sentez que tout va bien. La vie d'une boîte, c'est jamais tout rose. Donc, ça va mal, ça va bien, ça va mal, ça va bien. Et quand on est entrepreneur, en fait, on sait très bien que quand ça va bien, il y a un moment, ça va mal aller demain. En fait, c'est très bizarre, mais
on peut réussir à faire des ventes. Voilà, regardez-moi sur LinkedIn en 2024, je faisais des posts, j'avais 1500 vues, j'avais 1500 likes, j'avais 400 000 vues sur mes posts. Aujourd'hui, quand ça marche bien, j'en ai 50 000. Donc à l'époque, déjà, ça marchait super bien. Et aujourd'hui, c'est ce que c'est, etc. 8. Diversifier, ça dilue les gains. Alors, j'ai un avis très biaisé sur la diversification, mais on va venir dessus. Donc, je pars pour la globalité de tout le monde. Effectivement, en bourse, si vous achetez, vous avez 1 000 €, vous mettez que du Tesla dans les belles années du Tesla, vous faites un x10. Vous sortez avec 10 000 € et vous dites heureusement que j'ai acheté que du Tesla, parce que sinon, si j'avais pris un peu de, Schneider Electric, j'aurais gagné beaucoup moins bien. Alors, oui, effectivement, c'est vrai, mais en réalité, c'est qu'à un moment, le gros nerf de la guerre, surtout quand vous avez du patrimoine en bourse, ça va être de protéger vos gains, c'est-à-dire de protéger votre capital. L'idée, c'est si vous chutez aujourd'hui de 50%, vous avez 100, vous chutez de 50%, il vous reste 50. Pour repasser à 100, il faut faire 100% d'augmentation. Et ça, c'est très, très lourd et très, très dur. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment diversifier les investissements en bourse. D'où les ETF qui prennent 10, 20, 30, 1000, 2000 entreprises. Ce qui vous permet, s'il y en a une qui fait faillite, ça va être 1 ou 2 € sur votre ETF. En tout cas, vous n'allez pas le voir, ça va même être remplacé par une autre boîte, donc ça va bouger, quoi. Donc, ça va avancer. En tout cas, ce que moi, je ferais, par contre, sur la diversification, je changerais de vision sur l'immobilier. Alors là, c'est particulier. Moi, je ferais directement des all-in sur des stratégies. Donc, par exemple, si vous trouvez une zone qui est bien pour un immeuble, donc à côté de Lyon, une petite ville, il y a un immeuble qui marche bien, faites un all-in. Alors, faites un all-in jusqu'à 1 million € d'investissement. Donc, achetez 3 immeubles à 300 000 € par exemple, ou 4 immeubles à 200 000, à 250 000. En gros, allez dans ces stratégies un peu où vous y allez à fond, parce que vous savez que ça ne va pas être tout votre patrimoine. En fait, il y a une véritable distinction. Vous savez que c'est une étape dans votre vie et vous savez que vous pouvez mutualiser sur ce que vous avez déjà compris. Donc, avant de changer de stratégie, d'aller voir à droite, d'aller voir à gauche, etc., c'est même quand vous avez une boîte aujourd'hui qui commence à bien marcher. En réalité, il faut être all-in sur votre boîte pour cartonner, essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui vous gagnez 10 000 € par mois, pourquoi pas 20 000, pourquoi pas 100 000. Et en fait, si vous mettez all-in sur une stratégie, c'est ce qui va vous permettre d'avancer pendant quelques temps. Donc en fait, on est obligé, grosso modo, de faire cette all-in stratégie un peu plus entrepreneuriale. Par contre, en bourse, être que dans une seule action, là, effectivement, c'est compliqué, surtout si vous allez consommer votre capital. Donc si vous êtes dans une stratégie bourse, moi, je ne pense pas que je serais all-in sur une stratégie, juste sur une seule type de boîte qui peut bien ou mal aller pour différentes raisons. Ça peut être le marché, ça peut être le président, ça peut être un produit qu'ils ont fait. Pensez au scandale qu'il y a eu dans les productions industrielles, comme les airbags Takata, les problématiques sur les moteurs PureTech, les problématiques stratégiques qu'il y a eu sur des gros groupes. Les gros groupes Stellantis par exemple dans l'automobile, on va avoir une prise stratégique qui semblait être la bonne idée. Et en fait, on ne peut pas reprocher vraiment C'est ça en fait qui est assez particulier. C'est en fait, quand vous dirigez une boîte, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, il y a un moment, il faut prendre un choix stratégique. Et vous, dans votre vie, vous prenez un choix stratégique aussi. Vous dites, OK, ce qu'il faut faire maintenant, c'est ce truc-là. Et vous y allez, vous êtes convaincu, il faut y aller à 100%. Et surtout, il ne faut pas qu'il y ait de détracteurs à un moment. C'est tous ceux qui se disent que ce n'est pas une bonne idée, à un moment, il faut qu'ils aillent dans la même direction, parce que si des gens veulent prouver qu'une idée est mauvaise, c'est hyper simple. Donc on va tous dans la bonne direction, et après, le temps va nous montrer si c'est bon ou pas. Et en fait, vu que c'est multifactoriel, par exemple là ce qui se passe, on peut prendre le cas des voitures en ce moment. On s'est dit en Europe, l'Europe a essayé d'imposer les voitures électriques, n'a pas protégé le marché européen par rapport au marché asiatique, et le marché chinois principalement s'est grandement développé avec beaucoup de subventions et surtout une chaîne d'approvisionnement qui est fantastique. Et une chaîne de conception aussi qui est fantastique. Et là, on se retrouve dans un monde aujourd'hui où l'Europe se dit « Ah ouais, c'est en fait un peu la merde ». Mais c'est trop tard, c'est trop tard. L'industrie européenne des voitures se fait laminer. Aujourd'hui, l'Europe se dit « Tiens, il faut protéger l'industrie européenne ». Enfin, ils arrivent, mais les mecs sont à l'ouest. C'est-à-dire qu'ils ont des convictions. C'est très bien d'avoir des convictions et de se dire oui, il faut protéger les gens, oui, il faut admettre les gens en France, oui, etc. C'est très bien, sauf que derrière, si vous n'avez pas l'ordre, si vous n'avez pas l'intégration, si vous n'avez pas les valeurs, si vous n'avez pas les sanctions quand il y a des débordements, c'est le bordel. Et c'est exactement pareil, ce qu'est en train de faire l'Union européenne avec l'industrie automobile. Donc voilà. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il faut avoir des convictions pour avancer, il faut y aller. La diversification en bourse, c'est fantastique. Et moi, je reste convaincu. En tout cas, ça dépend encore une fois, ça dépend de tellement de critères. Mais en tout cas, la diversification, c'est intéressant. Sur la stratégie immobilière, je ne ferai pas ça. Je ferai un seul truc et je le ferai très bien. En fait, je le ferai par palier. Je me dirai, OK, premier palier. De toute façon, pour tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, ça dépend encore une fois de vos objectifs, etc. On peut en discuter. Venez dans le coaching. Franchement, ça va changer votre vie. Mais en tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on fait
on se met un premier palier à atteindre et on multiplie une opération qu'on maîtrise. Parce que là, il faut savoir maîtriser les choses. Acheter un immeuble, c'est pas la même chose qu'une colocation, qui n'est pas la même chose qu'un Airbnb. Et une fois que vous avez compris après comment ça marche, ça vous coûte très cher en fait de comprendre comment ça marche et d'avoir du vécu, il faut le faire plein de fois. Et après, une fois que vous avez fait 1 million, 2 millions en fonction de vos objectifs, on change. Là, ok, on se dit ok, on a fait une stratégie coloc jusqu'à 1 ou 2 millions, on passe à une stratégie immeuble jusqu'à 1 ou 2 millions. 9. Les cryptos vont tout révolutionner, donc j'y mets tout. Alors, là-dessus, il faut faire attention quand vous avez une conviction comme ça en vous disant que tout va marcher, ça va aller dans ce sens-là, c'est logique, ça va très bien fonctionner. Alors, potentiellement, vous avez raison. Il y a beaucoup de moments où vous pouvez avoir raison de vous dire ok, ça va aller dans ce sens-là, il faut que ce soit comme ça. La problématique, c'est que déjà, vous avez un enjeu de timing. L'enjeu de timing que vous avez, si votre enjeu de timing il est mauvais, disons que les cryptos, vous avez raison, mais vous avez raison avec 20 ans de décalage et que vous avez, 20 ans devant vous. Là, c'est un peu compliqué. Autre élément, si c'est tout votre patrimoine, attention parce qu'il faut être en capacité de vivre chacune des phases de votre vie. Donc, il y a un moment, vous avez besoin de ne pas vivre, ceux qui arrivent à vivre 40 ans dans la souffrance de ça vaut rien ce que vous avez fait comme investissement, au bout de 40 ans ça marche. Pour réussir à tenir tout ça, faut vraiment être très chaud. C'est comme les personnes, une fois j'avais mon banquier là, je voulais faire du coup un lombard sur une action et à un moment elle était à plus de 38 € et il m'a dit ah oui moi j'aurais tout revendu à ce moment-là. Mais bon, l'action là en l'occurrence, je l'ai depuis que ça valait 0,1 1 euro quoi. Donc en fait, il n'y a pas de compréhension, en fait on ne se comprend pas, on ne vient pas du même univers, on ne vient pas de la même chose, c'est comme les gars qui ont beaucoup de crypto autour de moi, ils sont rentrés avec 10 € l'Ether, ils sont rentrés avec 10 € le Bitcoin, et à ce moment-là, et puis maintenant ils sont en millions, mais ils n'ont jamais vendu, quand il y avait des crises ils n'avaient pas vendu, ils ont continué, etc. Donc ils sont dans un positionnement, déjà pour comprendre ça, une fois qu'on connaît l'histoire, c'est facile de dire ce qui va se passer. Une fois qu'on sait que la petite crise aujourd'hui des moins 10%, moins 20%, c'est rien, demain ça fait plus 100%, c'est hyper simple de dire tiens, vas-y, reste. Sauf que vous, quand vous le vivez dans votre vie, quand vous perdez 10% des sommes que vous ne pouvez même pas gagner en travaillant, vous dites ok, ça peut être un peu compliqué. 10, j'investirai quand j'aurai un meilleur salaire. Alors, ça, en gros, faut pas. Pourquoi ? Pour plein de raisons. Alors, disons que vous commencez à investir 200 € par mois, c'est souvent 200 € par mois quand vous avez 25 ans, c'est peut-être équivalent à 2000 € par mois quand vous avez 45 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a la magie des intérêts composés. Encore une fois, vous faites un investissement, vous mettez 10 000 € à l'année. Sur 10 000 €, vous avez gagné 10% d'intérêt. Enfin, on va le faire sur 1000 €. Vous avez 1000 €. Sur 1000 €, vous avez gagné 10% d'intérêt. Du coup, vous avez gagné 100 €. Ces 100 € là, l'année prochaine, ils vont être réinvestis. C'est-à-dire que ces intérêts vont faire 10% aussi. Donc l'année prochaine, vos 100 € que vous avez gagnés en tant qu'intérêt vont faire 10 € d'intérêt supplémentaire. Donc ça fait 110. Et ce système-là, sur le temps, ça fait une différence exponentielle, finalement, sur vos intérêts. Je vous encourage à tester ça. Autre élément, l'investissement, encore une fois, ça vous demande de l'expérience. Ça vous demande du vécu. Et le vécu, il faut le faire. C'est comme les sports, c'est comme tout. Il y a un moment où vous avez besoin de faire vos... vous voulez devenir bon en snowboard, vous avez besoin de faire vos 70 pistes rouges pour qu'au bout de 70 pistes rouges, vous compreniez des trucs, vous soyez plus à l'aise, que lorsque vous avez un petit choc, un petit manque d'équilibre, vous saviez vous reprendre, etc. C'est exactement pareil, ça c'est de l'expérience. Et de l'expérience en investissement, c'est exactement ça, il faut commencer tôt, il faut commencer maintenant, parce que ça vous permet au fur et à mesure du temps de devenir beaucoup plus costaud, beaucoup plus solide, et vous avez plus de sagesse, et vous maîtrisez mieux vos invests. Et bien voilà, on vient de faire un petit épisode sur les 10 mensonges sur l'investissement. La 7e qui était achète bas, vend haut, ça c'était super. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn, venir dans le programme si ça vous intéresse, qu'on voit ensemble là où on peut vous emmener. Et je vous dis à très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question ? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.